Ma famille a qualifié la date de mon mariage de « mauvais timing », alors je me suis marié sans eux, et ce qui s'est passé ensuite a tout bouleversé. Je, 30H, me suis récemment fiancé à ma petite amie, Emma, 29F. Nous sommes ensemble depuis 6 ans, et lorsque je l'ai demandé en mariage, ce n'a été une surprise pour personne. Nos familles savaient que le mariage était à l'horizon, et tout le monde semblait heureux pour nous. Mes parents nous ont félicités, ma sœur cadette Ava, 26F, était excitée, et mon frère aîné Marc, 34H, a dit qu'il attendait avec impatience le grand jour. Tout semblait parfait au début. Emma et moi avons choisi notre date de mariage assez rapidement. Ce n'était pas au hasard, nous avons choisi la date anniversaire de notre rencontre. Cette date a toujours été spéciale pour nous, et se marier ce jour-là semblait juste. Nous avons réservé le lieu et commencé à planifier. Au début, ma famille semblait d'accord. Ma mère m'a posé des questions sur les couleurs et les thèmes, mon père a plaisanté sur le fait de faire un discours de mariage légendaire, et Ava et Marc ont demandé où nous allions le célébrer. Rien ne semblait anormal. Puis, quelques semaines plus tard, ma mère a mentionné nonchalamment que la date pourrait ne pas convenir à tout le monde. Au début, elle était vague, mais Ava a vite précisé qu'elle avait des vacances qui tombaient en même temps, et Marc a mentionné le séminaire de son entreprise. Les excuses s'accumulaient, chacune donnant l'impression que notre mariage était une considération secondaire. J'ai d'abord ignoré cela, pensant que ce n'était rien de sérieux, jusqu'à ce qu'Ava dise très clairement qu'elle avait un problème. Elle m'a dit que notre mariage était prévu pendant la semaine de son voyage annuel entre filles, quelque chose qu'elle et ses amis faisaient depuis des années. Elle a agi comme si c'était une question de vie ou de mort, disant que c'était un « mauvais timing » et qu'elle ne voulait pas avoir à choisir entre son voyage et mon mariage. Emma et moi étions confus. La date de notre mariage était fixée depuis des mois. Le voyage d'Ava était quelque chose qu'elle et ses amis pouvaient planifier à tout moment. Ce n'était pas une obligation professionnelle ou une urgence familiale, c'était des vacances. Je lui ai dit qu'elle était bien sûr invitée au mariage, mais que nous ne changions pas la date. C'est là que ma mère a commencé à insister. Elle m'a dit que je devais envisager un compromis, car Ava ne devrait pas avoir à manquer quelque chose d'important pour elle. J'ai souligné que notre mariage n'était pas seulement important pour nous, c'était l'un des jours les plus importants de notre vie. Mais au lieu de reculer, ma mère a insisté, agissant comme si j'étais difficile pour ne pas faire de compromis. Puis Marc s'en est mêlé. Il a dit que mon mariage tombait le même week-end que le grand séminaire annuel de son entreprise. Apparemment, c'était quelque chose auquel il assistait chaque année pour le réseautage et la cohésion d'équipe. Il ne demandait pas ouvertement que nous changions la date, mais il a clairement indiqué qu'il aurait une décision difficile à prendre. À ce stade, j'avais l'impression que ma famille traitait notre mariage comme un événement facultatif, quelque chose auquel ils assisteraient si c'était pratique. Mon père est resté mostly silencieux, mais a finalement dit « Il se passe beaucoup de choses à cette période de l'année », comme si cela justifiait leur attitude. Emma était stupéfaite. Elle s'était toujours bien entendue avec ma famille et ne s'attendait pas à ce niveau de résistance pour quelque chose d'aussi simple qu'une date de mariage. Elle m'a demandé si ma famille avait toujours été comme ça, choisissant leur propre convenance plutôt que d'être là pour moi. En y repensant, j'ai réalisé qu'ils avaient une tendance à faire cela. Ils s'attendaient toujours à ce que les choses soient planifiées autour d'eux. Ma mère est revenue avec un autre compromis, suggérant que nous reportions. Elle continuait de présenter la situation comme si nous étions flexibles, alors qu'en réalité, c'était à nous qu'on disait de tout déplacer pour tout le monde. À ce moment-là, j'en ai eu assez. Je leur ai dit que la date était définitive. Nous n'allions pas la reporter simplement parce qu'Ava voulait siroter des cocktails sur une plage ou parce que Marc avait un événement professionnel. Nous avions prévenu tout le monde bien à l'avance, et ils étaient les bienvenus s'ils voulaient venir, mais nous n'allions pas changer nos plans pour accommoder leurs horaires. Ava n'a pas bien pris la chose. Elle a continué à dire que j'étais égoïste et que la famille devait passer en premier. Je lui ai rappelé que c'était MON mariage, pas un dîner de famille ordinaire. Si elle voulait vraiment être là, elle pouvait manquer des vacances pour une fois dans sa vie. La situation a commencé à dégénérer. Un de mes cousins m'a contacté pour me prévenir que ma famille disait à quel point j'étais déraisonnable. C'était comme s'ils avaient réécrit l'histoire. Soudain, ce n'était plus eux qui refusaient de prioriser mon mariage, c'était moi qui était difficile d'attendre de qu'ils soient là. Certaines personnes ont pris mon parti, mais d'autres ont agi comme si je créais un drame inutile. Emma m'a dit de ne pas me laisser abattre, et elle avait raison.
Nous étions heureux de notre décision et nous n'allions pas laisser ces bêtises gâcher notre enthousiasme. Puis je leur ai lancé un dernier avertissement, la date était fixée, nous ne la changions pas. S'ils voulaient être là, super. Sinon, c'était leur choix. Mais je n'allais pas continuer à entretenir cette dispute. Au lieu d'accepter cela, Ava et ma mère ont continué à insister. C'est là que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de conflits d'horaires. Il s'agissait de contrôle. Ma famille était habituée à ce que je me plie en quatre pour eux, et ils n'aimaient pas que je tienne bon. Très bien. S'ils ne voulaient pas venir, c'était leur problème, mais je n'allais pas les supplier de faire partie de mon mariage. Partie 2. Ava n'a pas lâché l'affaire. Un jour après que j'ai clairement indiqué que la date ne changerait pas, elle a recommencé à envoyer des textos. Ce n'était pas une dispute cette fois, juste une succession de tentatives de culpabilisation. Elle a raconté à quel point elle attendait son voyage annuel depuis des mois, comment elle avait déjà tout payé et à quel point il était injuste qu'elle ait à choisir entre des vacances et le mariage de son propre frère. Toutes les quelques heures, un autre message apparaissait. Elle ne me demandait plus de changer la date, elle agissait comme si je lui avais fait du tort en ne le faisant pas. Puis ma mère a commencé. Les messages n'étaient pas directs au début, ils étaient subtils, presque désinvoltes, du genre « la famille devrait toujours passer en premier, et tu comprendras quand tu auras des enfants un jour ». Mais il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle ne laisse tomber le masque et en vienne au fait, elle pensait que j'étais têtu et elle était profondément déçue que je refuse d'être flexible. Apparemment, ce n'était pas seulement Ava qui avait un problème. Elle a commencé à mentionner d'autres membres de la famille qui étaient contrariés au pas de nom, pas de détails, juste de vagues affirmations sur le fait que, beaucoup de gens ont l'impression que tu ne te soucies pas de ta propre famille. Marc a complètement cessé de répondre. Pas de texto, pas d'appel, rien. Jusqu'à présent, il n'avait pas été aussi vocal qu'Ava, mais maintenant, il était évident qu'il avait pris parti. Je lui ai envoyé quelques messages sur l'organisation du mariage, rien sur le drame, mais je n'ai rien eu en retour. Il avait décidé que son événement professionnel comptait plus, et c'était tout. Puis mon père a finalement parlé. J'espérais qu'il me soutiendrait, mais au lieu de cela, il a hésité avant de dire que lui et ma mère reconsidéraient leur présence. Au lieu de prendre une décision ferme, il a agi comme si sauter mon mariage était simplement une conséquence malheureuse des tensions familiales. Il a essayé d'adoucir le ton, en disant quelque chose sur le fait qu'il ne voulait pas qu'il y ait de tension le jour de notre mariage, mais le message était clair, ils n'aimaient pas que je ne cède pas, et ils envisageaient de boycotter le mariage de leur propre fils pour cela. Les parents d'Emma, en revanche, n'en revenaient pas. Ils avaient vu la situation se dérouler et, quand ils ont entendu que mes parents pourraient ne pas venir, ils ont cessé d'être polis. Ils nous ont rassurés encore et encore que nous n'étions pas en tort et ont clairement indiqué que, quoi que fasse ma famille, ils seraient là, nous soutenant pleinement. À ce moment-là, Emma et moi avons décidé que nous n'allions pas attendre que ma famille approuve nos choix. Le mariage avait toujours lieu, et nous allions profiter de l'organisation. Nous avons commencé à finaliser les détails, à réserver des choses et à en faire un jour dont nous serions excités, peu importe qui déciderait de venir. C'est là que la famille a commencé à se diviser en camps. Certains de mes cousins, tantes et oncles m'ont contacté, soit pour nous féliciter, soit pour me faire savoir qu'ils seraient là. Mais d'autres se rangeaient clairement du côté de mes parents et d'Ava. J'ai entendu par la bande que ma mère et Ava s'étaient plaintes à tout le monde de mon injustice. Dans leur version des faits, c'était moi qui rendais les choses difficiles en refusant de faire des compromis. Puis le post Facebook est arrivé. Ma mère ne m'a jamais interpellé directement, mais il était évident de qui il s'agissait. Un long post passif-agressif sur la façon dont certaines personnes oublient le sens de la famille, et comment, c'est une honte quand des choix égoïstes éloignent les êtres chers. Les commentaires étaient tout aussi mauvais. Un groupe de parents s'est joint à la conversation, tous vagues mais clairement d'accord avec elle. Emma n'a même pas scié. Elle m'a juste dit de ne pas répondre. Elle a vu exactement ce que c'était, une tentative de m'entraîner dans plus de drames. Et elle avait raison. Si je répondais, cela se transformerait en un désordre géant. Au lieu de me laisser aspirer, j'ai fait ce que nous avions prévu depuis le début, nous avons envoyé les invitations au mariage. Nous avons inclus ma famille, en précisant très clairement qu'ils étaient toujours les bienvenus. C'est là qu'Ava et Marc ont officialisé leur décision, ils ont tous les deux décliné. Pas d'appel, pas d'explication, juste leur RSVP avec un « non » ferme. Mes parents, en revanche, sont restés vagues. Ils n'ont pas décliné franchement,
mais ils n'ont pas confirmé non plus. Ils s'accrochaient toujours à l'idée que je changerais peut-être d'avis. Puis un cousin m'a prévenu. Ma mère et Ava avaient clairement exprimé leur mécontentement concernant la date du mariage, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle commence à décourager subtilement les membres de la famille de venir. Elle ne demandait pas ouvertement un boycott, mais leur négativité constante suffisait à rendre certains parents hésitants. C'en était trop. Mon point de rupture. J'en avais assez d'essayer de plaire à des gens qui ne se souciaient clairement pas de moi. Je n'allais pas continuer à supplier ma propre famille de venir. Emma et moi nous sommes assis, nous nous sommes regardés et avons pris une décision, nous n'allions pas perdre une seconde de plus avec eux. Le mariage allait être incroyable, que ma famille soit là ou non. Et quand la lune de miel arriverait, nous partirions sans rien leur dire. Partie 3. Le jour du mariage est arrivé. Je me suis réveillé tôt, fixant le plafond pendant quelques instants avant que tout ne s'imprègne. Ça arrivait enfin. Après des mois de planification, après tout le stress et le drame, aujourd'hui était le jour. Emma était déjà debout, se préparant dans une autre pièce avec ses demoiselles d'honneur. La maison bourdonnait d'excitation. Sa famille était debout depuis l'aube, s'assurant que chaque petit détail soit parfait. Puis mon téléphone a vibré. Un cousin avait envoyé un texto. Juste pour que tu saches, tes parents, Ava et Marc ne viennent pas, pas d'explication, pas de changement de dernière minute, juste la confirmation de ce que je m'attendais déjà. J'ai posé mon téléphone et je me suis habillé. Le costume était parfait, tout était en place. Dehors, les parents d'Emma s'assuraient que les voitures arrivent à l'heure, les invités étaient accueillis, et une musique douce jouait en fond sonore. Il était clair qu'ils avaient pris les choses en main. Ils ne traitaient pas cela comme un mariage ordinaire, ils le traitaient comme si leur fils se mariait, pas seulement leur fille. La cérémonie était magnifique. La salle était comble, chaque siège occupé, sauf ceux, vides, destinés à mes parents, Ava et Marc. Je m'y étais préparé, mais voir ces chaises vides était autre chose. Le père d'Emma l'a conduite à l'hôtel, sa mère était déjà en larmes, et ses frères se tenaient fièrement à ses côtés. De mon côté de la famille, quelques cousins, quelques tantes et oncles qui n'avaient pas cru aux bêtises de ma mère, et ma tante préférée. C'était la plus grande surprise de la journée. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne, mais juste au moment où la cérémonie commençait, elle s'est glissée dans un des sièges. Plus tard, elle m'a pris à part en secouant la tête, je me fiche de ce que dit ta mère. Tu es mon neveu et je n'allais pas manquer ça. Emma et moi avons échangé nos vœux. L'officiant nous a déclaré mari et femme, et voilà, c'était fait. Plus de stress, plus d'attente. Dès que nous nous sommes embrassés, toute la foule a éclaté en acclamations. Toutes les pensées concernant ma famille ont disparu dans le bruit des applaudissements, des rires et de l'excitation. Puis vint la réception. Dès que nous sommes entrés, la famille d'Emma s'est assurée que nous soyons comblés d'amour et d'attention. Des toasts ont été portés, les verres ont tinté, et la nourriture était parfaite. Chaque fois que je me tournais, un des parents d'Emma s'assurait que nous étions heureux, prenait de nos nouvelles, rendant la journée spéciale. Si ma famille pensait pouvoir rendre ce mariage vide en ne venant pas, ils avaient échoué. À mi-chemin de la soirée, quelqu'un m'a tendu une enveloppe. Elle venait de mes parents. À l'intérieur, un chèque et un mot, nous espérons que tu apprendras la valeur de la famille un jour. J'ai plié le mot et l'ai glissé dans ma poche sans dire un mot. Le chèque est allé directement dans ma veste, non lu. Emma a tout de suite compris. Elle m'a serré la main sous la table et a continué la conversation comme si de rien n'était. Nous avons dansé, ri et pris des photos. Rien n'allait gâcher cette nuit. Puis les photos et les vidéos ont commencé à se répandre. Les invités ont posté à quel point tout était beau. Quelques parents ont même commenté en disant qu'ils auraient aimé que mes parents soient là. 1 heure plus tard, Ava a clairement exprimé ses sentiments avec une story Instagram vague, certaines personnes ne valorisent pas les traditions familiales. Ce n'était pas inattendu, mais c'était décevant de la voir s'enfoncer au lieu de réfléchir. Pas de nom, pas d'interpellation directe, mais elle n'en avait pas besoin, le timing disait tout. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un autre message. Cette fois, un message vocal de ma mère. Il était long, trop long. Elle ne criait pas, mais sa voix avait ce ton, celui qu'elle utilisait quand elle voulait s'assurer que je sache que j'étais en tort. Elle a continué sur le fait que la famille s'effondrait, que je les avais repoussés, qu'Ava et Marc avaient le cœur brisé. Elle a ajouté des phrases comme « Après tout ce que nous avons fait pour toi » et
je n'aurais jamais pensé que mon propre fils ferait ça. Puis mon père a envoyé un texto, je regrette la tournure des événements. Mais quand j'ai demandé s'il avait essayé de convaincre ma mère ou Ava de reconsidérer, il a esquivé la question. Son regret ne portait pas sur ce qui s'était passé, mais sur les conséquences de son silence. Emma a regardé pendant que je le lisais, puis a levé les yeux au ciel. Nous avons eu un mariage parfait. Ne les laisse pas le réécrire. Elle avait raison. Nous n'allions pas nous laisser entraîner par leur tentative de culpabilisation. Avant que quiconque d'autre puisse essayer d'interférer, nous avons fait nos valises et sommes partis pour notre lune de miel, sans leur dire où nous allions. Partie 4. La lune de miel était parfaite. Pas de stress, pas de drame, juste moi et Emma, loin de tout. Nous avions choisi un magnifique complexe hôtelier, un endroit avec des plages de sable blanc, des boissons à volonté et le genre de paix qui permettait d'oublier facilement le chaos qui avait précédé le mariage. Les premiers jours, nous avons gardé nos téléphones éteints. Pas de messages, pas d'appels, pas de distractions. Mais le drame ne prend pas de vacances. Un matin, j'ai allumé mon téléphone et j'ai immédiatement vu un flot d'appels manqués, de messages non lus et de notifications du groupe de discussion familiale. Au début, je les ai ignorés, mais ensuite, le téléphone d'Emma s'est également allumé. Ma mère, ma sœur, même Marco tous appelaient, tous envoyaient des textos. Quelque chose s'était passé. J'ai ouvert le groupe de discussion, et c'était le chaos pur. Ma mère était en pleine crise, s'en prenant aux membres de la famille qui avaient assisté au mariage. Selon elle, ils avaient trahi la famille en venant nous soutenir, Emma et moi. Elle n'était pas seulement contrariée, ils étaient interpellés par leur nom, accusés de permettre le manque de respect et de choisir un camp. Tante Linda, celle qui m'avait surpris en venant, a été la première cible. Ma mère avait envoyé un long message dramatique disant « Je suppose que la loyauté ne signifie pas grand-chose de nos jours, et que certaines personnes sont trop facilement influencées. » Puis Ava est intervenue pour la soutenir. Elle n'essayait même pas de cacher son amertume. Elle était personnellement offensée que quiconque ait osé célébrer mon mariage au lieu de penser à la « vue d'ensemble ». Comme si ces vacances étaient la vue d'ensemble. Un de mes cousins en a eu assez, alors, si je comprends bien, tu as manqué le mariage de ton propre fils frère pour des vacances et un événement professionnel, et maintenant tu es en colère contre les gens qui sont venus? Explique-moi. Ava a ignoré cela et a directement joué la victime. Quelques minutes plus tard, elle a posté une story Instagram dramatique, une photo en noir et blanc avec des bêtises vagues comme « Certaines personnes oublient qui a toujours été là pour elles » et « La loyauté n'est plus ce qu'elle était ». Pendant ce temps, Marc m'a envoyé un message privé. Il n'avait pas beaucoup parlé auparavant, mais maintenant, il admettait qu'il ne pensait pas que les choses dégénéreraient à ce point. Il a fait comme s'il voulait être neutre mais ne savait pas comment. Son excuse, je ne veux pas me mêler de ça. Trop tard pour ça. Puis ma mère a fait son prochain coup. Elle a changé de tactique et s'est adressée directement au téléphone d'Emma. Le message était long, culpabilisant et plein de fausses inquiétudes. Selon elle, je déchirais la famille, et Emma devait me raisonner avant qu'il ne soit trop tard. Emma a jeté un coup d'œil au message, a soupiré et n'a même pas hésité avant de répondre « Nous sommes en lune de miel. Nous ne nous occupons pas de ce drame. » Puis elle a posé son téléphone et est retournée boire son cocktail. Dans le groupe de discussion, les gens se disputaient encore. Alors que ma mère et Ava fulminaient, de plus en plus de membres de la famille ont commencé à répliquer. D'autres photos et vidéos du mariage avaient été publiées en ligne, et il était évident à quel point la journée avait été heureuse, même sans mes parents, Ava et Marc. Puis tante Linda a finalement craqué, vous vous ridiculisez. Vous avez fait vos choix, maintenant assumez-les. C'est là que mon père est intervenu. Pas publiquement, bien sûr. Non, il m'a envoyé un message discret et sans conviction. Je regrette la tournure des événements. C'est tout. Pas de vraies excuses, pas de prise de position face à ma mère ou à Ava, juste un autre regret inutile sans aucune action derrière. Puis Ava a découvert la lune de miel. Apparemment, elle avait supposé que nous étions encore à la maison, probablement en train de nous occuper du nettoyage du mariage ou de ce qu'elle pensait que nous ferions. Mais quand elle a réalisé que nous étions déjà dans un avion, sirotant des boissons sur une plage sans le dire à personne, cela l'a mise hors d'elle. Le groupe de discussion a de nouveau explosé. Elle fulminait sur le fait que, waouh, je suppose que nous ne signifions vraiment rien pour toi, et, tu n'as même pas pu dire à ta propre famille où tu allais. C'en était trop pour moi.
J'ai envoyé un dernier message, vous avez tous fait vos choix. J'ai fait les miens. Profitez de votre semaine. Puis j'ai mis le chat en sourdine. Partie 5. Le retour à la maison après la lune de miel a été comme entrer dans un autre monde. Pendant qu'Emma et moi avions passé 2 semaines à siroter des cocktails sur la plage, ma famille avait passé ce temps à sombrer dans la spirale. Dès que nous avons atterri et rallumé nos téléphones, les notifications ont commencé à affluer. Le premier signe de problème a été la crise de ma mère sur Facebook. Elle avait publié une longue tirade émotionnelle sur le fait qu'elle n'aurait jamais imaginé que son propre enfant tournerait le dos à sa famille et comment certaines personnes laissent des étrangers ruiner ce qui aurait dû être des liens indestructibles. Elle ne m'a pas nommé directement, mais quiconque connaissait la situation pouvait dire exactement de qui elle parlait. Les commentaires étaient remplis de parents éloignés, certains d'accord, d'autres clairement mal à l'aise mais essayant de rester neutres. Ava n'était pas loin derrière. Elle a suivi avec un selfie triste légendé, certains liens ne sont pas aussi forts qu'on le pense. Encore une fois, pas de nom, pas d'interpellation directe, mais le message était évident, elle voulait de la sympathie. Et bien sûr, elle en a eu. Ses amis et quelques membres de la famille ont inondé les commentaires d'émojis en forme de cœur et de messages sur le fait qu'elle méritait mieux. Puis vint la division familiale. Un cousin m'a contacté pour me faire savoir que certains parents pensaient que mes parents et Ava étaient déraisonnables, tandis que d'autres auraient simplement souhaité que les choses se passent différemment. Ce n'était pas une guerre totale, mais il était clair que certaines personnes préféraient éviter les conflits plutôt que de reconnaître qui était en tort. Apparemment, pour certains, éviter les conflits était plus important que le mariage lui-même. Puis mon père s'est présenté. Je n'avais pas beaucoup entendu parler de lui depuis le mariage, à part ses habituels regrets neutres. Le voir devant notre maison semblait déplacé. Il n'était pas du genre à prendre des décisions fermes, mais il était là, comme s'il réalisait soudain que les dégâts étaient allés trop loin. Il voulait parler. À l'intérieur, il a hésité, clairement mal à l'aise. Finalement, il a admis qu'il n'était pas d'accord avec ce que ma mère et Ava avaient fait, mais qu'il s'était senti obligé de se taire. Il a parlé de la façon dont elles avaient été furieuses dans les semaines précédant le mariage, comment elles avaient clairement indiqué que s'il essayait de s'opposer, il y aurait des conséquences pour lui aussi. Emma était assise, écoutant calmement, mais je pouvais déjà dire qu'elle n'y croyait pas. Et moi non plus. À ce stade, il était clair que mon père savait que ce qui se passait était mal, mais il n'avait rien fait pour l'arrêter. Maintenant, après que tout ait explosé, il voulait jouer l'intermédiaire impuissant. Emma n'a pas mâché ses mots. Elle lui a rappelé qu'il avait laissé faire. Il était resté là à regarder pendant que ma mère et Ava propageaient des mensonges, culpabilisaient les membres de la famille et boycottaient le mariage de leur propre fils pour quelque chose de complètement ridicule. C'est là que j'ai fait ma demande. S'il me soutenait vraiment, s'il regrettait vraiment la tournure des événements, alors il devait le dire, à voix haute, publiquement, et à ma mère et à Ava. Pas dans une conversation privée et discrète, pas dans un murmure que personne d'autre n'entendrait. Il devait prendre ma défense, au lieu de simplement envoyer des excuses vides par texto. Et juste comme ça, il a reculé. Il a marmonné quelque chose sur le fait que, c'est compliqué, et qu'il ne voulait pas aggraver les choses. En d'autres termes, il avait trop peur de prendre position. Il était plus à l'aise en arrière-plan, à regarder tout se passer, qu'à parler réellement. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Après son départ, Ava a fait son dernier coup. Elle m'a envoyé un long texto, complètement délirant, sur le fait que j'étais égoïste et que j'avais ruiné l'unité de la famille. Elle a continué en disant que je l'avais humilié et que, c'est pour ça que plus personne ne te respecte. C'en était trop. J'en avais fini. Je l'ai bloqué. Plus de textos, plus de posts passifs-agressifs sur les réseaux sociaux, plus de ces bêtises. Disparu. Peu de temps après, Marc m'a contacté. Son message était simple, j'aurais dû en faire plus. Je suis désolé. Il n'a pas excusé son silence, n'a pas essayé de le justifier, il a simplement admis qu'il n'avait pas réussi à me soutenir quand il aurait dû. À ce stade, je savais que certains membres de la famille ne changeraient jamais. Ma mère et Ava étaient toujours complètement convaincus qu'elle n'avait rien fait de mal. Mon père était trop lâche pour les défier. Mais Marc, il commençait à voir. Peut-être pas assez pour leur tenir tête complètement, mais assez pour réaliser qu'il avait eu tort. Et c'était suffisant pour que je sache qu'Emma et moi allions avancer sans eux. Partie 6. Des mois ont passé après le chaos du mariage,
les crises sur les réseaux sociaux et les tentatives de culpabilisation ratées. J'ai supposé que ma famille avait finalement accepté la réalité. J'avais tourné la page. Emma et moi étions heureux, vivant notre vie sans le drame constant. Puis, de nulle part, les messages ont commencé. Ma mère a envoyé un texto désinvolte, juste pour prendre des nouvelles, mais quand je n'ai pas répondu immédiatement, elle a escaladé, me rappelant que le mariage d'Ava approchait, agissant comme si c'était à moi de faire amende honorable, malgré tout ce qu'ils avaient fait. Ava, qui était restée silencieuse depuis que je l'avais bloquée, m'a soudainement débloqué sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas envoyé de message, mais elle a commencé à aimer de vieilles photos, celles datant d'années, avant que tout ne s'effondre. Emma l'a remarqué immédiatement. Elle n'a même pas eu besoin de demander. Ils veulent quelque chose, a-t-elle dit. Et bien sûr, elle avait raison. Quelques jours plus tard, un de mes cousins a lâché le morceau, Ava allait se marier. C'était la vraie raison de cette soudaine amabilité. Elle ne me contactait pas parce que je lui manquais, elle n'essayait pas de réparer les choses. Elle me voulait à son mariage. Puis l'invitation est arrivée. Ce n'était pas personnel. Pas de message, pas d'excuses, juste une invitation de mariage standard adressée à moi et à Emma. Emma l'a regardée, puis m'a regardé. Alors, elle s'attend à ce qu'on fasse comme si de rien n'était. Apparemment, c'était exactement ce qu'ils attendaient. Les textos de ma mère sont devenus excessivement mielleux. Soudain, elle ne parlait que de « la famille qui reste unie » et de « nouveau départ ». Elle a commodément évité toute la partie du drame de mon mariage, agissant comme si c'était juste un autre événement familial normal. Puis Marc a appelé. Il n'a pas été dramatique, mais le message était clair. Il s'attendait à ce que je répare les choses en venant. Selon lui, Ava et ma mère croyaient que c'était l'occasion parfaite pour nous deux, passer à autre chose. Ava a dû sentir la pression de me reconnaître, car elle m'a finalement envoyé un message directement, pour la première fois depuis des mois. Et bien sûr, ce n'était pas des excuses. C'était elle jouant la personne supérieure. Elle m'a dit qu'elle était prête à me pardonner si je venais. C'était tout ce que j'avais besoin de voir. J'ai envoyé une réponse simple, je pensais que tu ne te souciais pas des dates de mariage qui dérangent. Puis j'ai décliné l'invitation. Ma mère a immédiatement commencé à appeler. J'ai ignoré les premiers appels, puis elle a laissé un message vocal rempli des mêmes bêtises culpabilisantes qu'avant. Je déchirais la famille, j'étais mesquin, je blessais Ava le jour le plus important de sa vie. Je n'ai pas répondu. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à avoir des nouvelles de parents. Le mot s'était répandu. Ava était furieuse. Elle disait aux gens que j'étais immature et amer de sauter son mariage. Apparemment, elle était choquée que je lui en veuille pour quelque chose de si petit. Emma a juste ri en entendant ça. Puis elle a eu une idée brillante. Réservons un voyage ce week-end-là. Et c'est ce que nous avons fait. Un complexe de luxe, tout le tralala. Nous nous sommes assurés de le faire savoir à quelques cousins, pas de manière mesquine, juste nonchalamment dans la conversation. La nouvelle est parvenue à Ava. C'est là que les appels et les messages ont cessé. Ava, ma mère, ont dû réaliser que rien de ce qu'elle disait n'allait me faire changer d'avis. Plus de faux textos gentils, plus de tentatives désespérées de me manipuler pour que j'y aille. Puis mon père m'a contacté. Un simple message, je regrette la tournure des événements. La même chose qu'avant. Les mêmes regrets inutiles sans aucune action réelle. Je n'ai pas répondu. À ce stade, j'avais toutes les réponses dont j'avais besoin. Le mariage d'Ava est arrivé et est passé, et je n'en ai pas entendu un mot. Pas de « s'il te plaît » de dernière minute, pas de dernière tentative de culpabilisation. C'était comme s'ils avaient finalement accepté que je n'allais pas céder. Emma et moi avons passé le week-end sur une plage, complètement imperturbable. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que nous étions enfin libres. Partie 7. La semaine du mariage d'Ava est arrivée, et Emma et moi n'aurions pas pu être plus détendus. Nous avons traité le week-end comme n'importe quel autre, insouciant et complètement indifférent au drame familial qui avait consumé les derniers mois. Ava avait fait de son mieux pour manipuler la situation, mais nous étions passés à autre chose. Le week-end du mariage est arrivé et passé, et nous l'avons passé en paix totale. Nous ne nous sommes pas laissés prendre par le stress. Je n'ai même pas vérifié mon téléphone pour d'éventuels messages de ma famille. Mais les retombées n'ont pas tardé à se faire sentir.
Un de mes cousins m'a appelé, retenant à peine son rire. Apparemment, Ava avait raconté l'histoire du « frère manquant » au reste de la famille. Elle disait à qui voulait l'entendre que j'avais refusé de soutenir ma propre sœur le jour de son mariage. Mon absence était en quelque sorte dépeinte comme la plus grande trahison, et elle donnait l'impression que c'était moi qui ruinais la famille. Ce n'était pas seulement Ava. Quelques jours plus tard, j'ai ouvert mon Facebook pour voir le post de ma mère. C'était un de ces statuts vagues et dramatiques, clairement dirigés contre moi. Elle se lamentait sur le fait que, certaines personnes ne peuvent tout simplement pas laisser le passé derrière elles, et que, la famille devrait passer avant les rancunes mesquines. C'était une manœuvre classique, essayant de me culpabiliser pour me soumettre. Marc m'a envoyé un texto de dernière minute, disant qu'il aurait souhaité que les choses se passent différemment et espérait que je reconsidérerais ma présence au mariage d'Ava. Pour une fois, il a reconnu que notre famille avait mal géré les choses, mais même là, il s'est abstenu de dénoncer directement leur comportement. Emma, toujours la voix de la raison, m'a rappelé qu'aucun d'entre eux ne se souciait de mon mariage. Aucun d'entre eux n'avait respecté mes limites ou ne m'avait soutenu pendant le désordre avec Ava. Elle avait raison. Je ne leur devais rien. Juste au moment où je pensais que les choses pourraient se calmer, Ava m'a envoyé un texto, jouant la personne supérieure. Elle a dit, ça signifierait beaucoup si tu venais, mais je comprends si tu gardes encore une rancune. C'était une fausse branche d'olivier, mais j'ai vu clair dans son jeu. Je n'ai pas perdu de temps avec les politesses. J'ai répliqué. Tu n'étais pas prête à changer tes plans pour mon mariage, mais je devrais tout laisser tomber pour le tien. Ça n'a pas bien été reçu. Elle a immédiatement changé de ton. En quelques minutes, elle m'a accusé d'être mesquin et obsédé par le passé. Je n'étais pas surpris. C'était la même vieille Ava, essayant toujours de retourner la situation quand les choses n'allaient pas dans son sens. Ma mère n'en avait pas fini non plus. Quelques heures plus tard, elle a appelé, l'air larmoyante et désespérée. Elle a prétendu que la famille s'effondrait à cause de moi, que si je ne réparais pas les choses, rien ne serait plus jamais pareil. Je n'ai pas marché. J'avais entendu cette manipulation trop de fois. Je lui ai dit sans détour, Ava et vous autres avez fait vos choix, et maintenant je fais les miens. C'était la dernière fois que je répondais à ses appels. Quant au mariage lui-même, j'ai entendu des bribes de la famille élargie. Il y avait des commérages mineurs sur la tension pendant l'événement, comment Ava n'arrêtait pas de mentionner mon absence et à quel point c'était injuste. Mais honnêtement, je m'en fichais. Ava avait fait son lit, maintenant elle devait s'y coucher. Puis vint le message de Marc. C'était quelques jours plus tard, après la fin du mariage. Il m'a dit que le mariage avait été un désastre à cause de tout le drame. La tension était palpable et les gens chuchotaient dans les coulisses sur la façon dont tout avait été ruiné par les querelles familiales. Mais Ava avait un dernier coup bas. Elle a posté une mise à jour sur Instagram, comme je m'y attendais. La légende était entièrement consacrée à être reconnaissante pour la vraie famille qui s'est présentée, et comment elle éliminait les personnes toxiques de sa vie. L'ironie n'a échappé à personne. Elle m'avait coupé les ponts pour avoir simplement fixé des limites, mais maintenant elle prétendait être l'image de la grâce. Puis, bien sûr, mon père est arrivé avec une confession privée. Il a admis qu'Ava et ma mère étaient allés trop loin, mais il refusait toujours de prendre une position publique. Il a dit qu'il regrettait la tournure des événements mais qu'il avait trop peur de parler. Sa lâcheté était exaspérante. Il était resté silencieux pendant toute l'affaire et maintenant il agissait comme s'il était pris au milieu. À ce stade, j'en avais fini. Emma et moi n'allions pas perdre une seconde de plus dans ce cirque. Nous n'avions pas besoin de ce drame dans nos vies. Au lieu de cela, nous nous sommes réservés un dîner chic pour célébrer la liberté que nous avions trouvée. Le mariage d'Ava était terminé, et c'est nous qui en étions sortis vainqueurs. Nous ne nous soucions pas du chaos, nous ne nous soucions pas des posts passifs-agressifs. Ce qui comptait, c'est que nous étions heureux, et rien de ce qu'ils faisaient ne pouvait nous l'enlever. Nous avons porté un toast à notre paix, à une vie sans toxicité, à couper les ponts avec les gens qui n'apportaient que drame et manipulation dans nos vies. Et surtout, à l'avenir que nous construisions, sans le poids de leur négativité. La famille avait perdu son emprise sur nous. Partie 8. Cela fait un peu plus d'un an depuis le mariage d'Ava, et j'ai à peine eu de nouvelles de ma famille pendant cette période. Je ne suis pas surpris. La poussière est retombée, et bien que j'ai tourné la page, les répercussions du chaos se font encore sentir. Le mariage d'Ava, pour commencer, s'effondre plus vite que je ne l'aurais jamais imaginé.
moins d'un an après le mariage, un cousin m'a contacté pour me faire savoir qu'Ava et son nouveau mari se disputaient constamment. Apparemment, c'était à propos des finances et de priorités de vie contradictoires. Des problèmes classiques qui surgissent quand les gens se précipitent. Ava a toujours été soucieuse des apparences, et je suppose que ce mariage de conte de fées parfait n'a pas suffi à tout maintenir. J'ai entendu dire qu'Ava était dévastée, mais je n'ai ressenti aucune sympathie. Elle avait passé des mois à me faire passer pour le méchant de son histoire, mais maintenant, le récit changeait. Son mariage n'était pas parfait, et aucun filtre de réseau social ne pouvait changer cela. Ma mère, comme prévu, faisait toujours semblant que tout allait bien, même si ce n'était pas le cas. Elle n'a jamais reconnu mon mariage, pas une seule fois. Pas en privé, pas en public, pas même un commentaire sans conviction sur Facebook. Elle a maintenu le silence radio, ne postant jamais de photos ni même le mentionnant. Elle a refusé de reconnaître que la vraie raison pour laquelle je m'étais éloigné était parce qu'elle et Ava avaient rendu impossible pour moi de rester. J'ai cependant remarqué quelque chose d'intéressant. Mon père avait commencé à aimer certaines des photos que je postais d'Emma et moi ou des photos de nous en voyage, à des événements, simplement en train de vivre notre vie. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être un hasard, mais non, il aimait presque toutes les photos, commentant même, content de te voir heureux. Pourtant, il n'a jamais rien dit publiquement. Il n'a jamais reconnu notre mariage. C'était comme s'il essayait de montrer son soutien sans réellement me soutenir de manière significative. Marc, qui était resté mostly neutre pendant tout ce temps, commençait à montrer des signes d'épuisement. Il m'avait contacté à quelques reprises, envoyant des textos désinvoltes sur des sujets aléatoires, de vieux souvenirs de famille ou des connaissances communes. Puis un jour, il l'a simplement dit. Il a admis que le dysfonctionnement de la famille l'avait affecté. Il m'a dit qu'il ne pouvait plus suivre le drame entre Ava, maman et papa. Il a dit qu'il avait l'impression d'être toujours coincé au milieu, essayant de jouer le pacificateur pendant que tout le monde empirait les choses. Mais le comportement d'Ava ne s'améliorait pas. C'était comme si elle ne supportait pas d'être mise à l'écart de tout. J'ai vu une série de posts vagues sur ses réseaux sociaux sur le fait de dépasser les personnes toxiques et de réaliser qu'il ne s'est jamais vraiment soucié. Ce n'était pas subtil, et il ne fallait pas être un génie pour comprendre qu'elle parlait de moi. Mais à ce stade, je n'interagissais même plus avec ces bêtises. Puis le vrai rebondissement est arrivé. Emma et moi avons découvert que nous attendions un enfant. C'était un moment énorme pour nous, un que nous espérions et pour lequel nous avions travaillé. Nous l'avons gardé pour nous au début, ne partageant la nouvelle qu'avec quelques membres de la famille qui nous avaient soutenus pendant la tempête. Mais autant que nous voulions profiter du moment, j'aurais dû savoir comment ma mère réagirait. Elle l'a appris par un parent, pas par moi, et quand elle l'a su, cela a déclenché une crise. La première chose qu'elle a faite a été de m'envoyer un texto disant « J'espère que tu ne puniras pas ton enfant comme tu as puni ta famille ». Elle a eu le culot de me culpabiliser de ne pas lui avoir dit en premier, comme si elle avait droit à cette information. Emma en a eu absolument assez à ce moment-là. Elle a bloqué ma mère et Ava de toutes les plateformes que nous avions, refusant d'entretenir tout autre drame. Je ne lui en voulais pas. J'en avais fini avec elle depuis longtemps, mais Emma avait essayé de jouer la gentille pour maintenir la paix. Ce bateau avait coulé. Peu de temps après, mon père m'a envoyé un message. Il a dit qu'il s'inquiétait que la famille s'effondre et a demandé si nous pouvions arranger les choses avant l'arrivée du bébé. C'était la même vieille rengaine. Il voulait que je pardonne et oublie, que je laisse tout aller pour le bien de la famille. Mais je ne tombais plus dans le piège. Je lui ai dit sans détour, seules les personnes positives et qui nous soutiennent feront partie de la vie de notre enfant. Pas d'exception. Je n'allais pas laisser Ava ou ma mère nous entraîner vers le bas. C'était un nouveau chapitre pour Emma et moi, et je n'allais pas les laisser le ruiner comme ils avaient ruiné tout le reste. Quant à Marc, il voyait enfin la lumière. Il a commencé à prendre de plus en plus ses distances avec Ava et maman. Il a admis qu'il pouvait voir à quel point toute la situation était devenue toxique et qu'il n'avait tout simplement pas l'énergie de continuer à suivre le drame. Je pouvais dire qu'il était déchiré, mais il savait au fond de lui que se ranger du côté de maman et Ava ne faisait que maintenir le dysfonctionnement. Et puis vint le coup de maître ultime. Emma et moi avons décidé d'organiser une grande baby shower, sans inviter ma famille immédiate. Ce n'était pas mesquin ou vengeur, c'était juste un simple et honnête reflet de ce que nous ressentions. Nous n'avions pas besoin d'eux pour célébrer cette étape. Nous avions des amis, une famille élargie et un solide système de soutien qui se souciait vraiment.
La fête était tout ce que nous voulions qu'elle soit, joyeuse, pleine d'amour et sans stress. Les personnes qui comptaient étaient là, et c'est tout ce qui comptait. Nous n'avions pas besoin de l'approbation d'Ava ou de la fausse sympathie de maman. La meilleure partie? Il n'en avait aucune idée. Il n'était même pas sur la liste des invités, et cela a semblé être la plus grande victoire de toutes. Nous étions passés à autre chose, et nous allions continuer à avancer, ensemble, sans le fardeau. Partie 9. Cela fait plus de 2 ans depuis le mariage d'Ava, et s'il y avait jamais eu le moindre doute sur le choix que j'ai fait de couper les ponts avec ma famille, il est depuis longtemps dissipé. Le divorce d'Ava a été finalisé la semaine dernière, et la façon dont cela s'est déroulé était presque poétique. Moins de 2 ans après le mariage dont elle avait fait un tel spectacle, le mariage d'Ava s'est complètement effondré. Je ne connais pas tous les détails, mais j'en ai assez entendu par la bande pour savoir que ce n'était qu'une question de temps. Elle s'est précipitée dans ce mariage comme elle se précipitait dans tout le reste, et les fissures ont commencé à apparaître presque immédiatement. Mais voici le clou du spectacle, ma mère, fidèle à elle-même, a essayé de retourner la situation. Au lieu de laisser Ava assumer l'échec, elle s'est rendue sur Facebook pour faire en sorte que tout tourne autour de la façon dont Ava avait été trompée par un mari terrible qui avait profité de son bon cœur. Elle a posté tout un message sur le fait qu'elle était dévastée pour Ava, à quel point tout cela était injuste et comment c'était une leçon sur la confiance en les gens. Bien sûr, pas un mot sur la façon dont les actions d'Ava ont contribué au désordre. Ma mère n'a même pas pu se résoudre à reconnaître sa part dans tout cela. Puis vint Marc. Il m'a envoyé un message tard un soir, simple mais puissant. C'était le genre de message que j'attendais mais auquel je ne m'attendais pas. Il disait, « Tu avais raison. Maman et Ava sont toxiques. C'est tout. Pas de fioritures, pas d'excuses, juste la vérité brute. » Je n'étais même pas en colère. Marc avait passé des années à marcher sur la ligne entre nous et eux, essayant de maintenir la paix, mais maintenant, il l'avait vu aussi, et je pouvais dire qu'il en avait finalement marre de tout ça. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je savais que Marc avait besoin de temps pour digérer, tout comme moi. Quelques jours plus tard, ma mère m'a frappé avec ses « excuses ». Elle m'a envoyé un long email, prétendant qu'elle était désolée de la tournure des événements et à quel point toute cette situation avait été difficile pour elle. Mais comme d'habitude, ce n'était pas vraiment des excuses. C'était plus sur la façon dont elle luttait avec les retombées, à quel point il était difficile de perdre son fils et à quel point elle souhaitait que nous puissions tous simplement nous entendre. Elle s'est assurée de mentionner à quel point elle avait souffert de toute la situation, ce qui, sans surprise, n'incluait pas de reconnaître à quel point elle avait contribué au désordre. Puis le vrai clou est arrivé. Un cousin avec qui j'avais encore un semblant de relation m'a contacté et m'a prévenu d'une réunion de famille que ma mère planifiait. Apparemment, maman essayait d'organiser un rassemblement surprise pour me forcer à faire amende honorable. Elle a dit à tout le monde qu'elle espérait un miracle et que peut-être, juste peut-être, cela ramènerait la famille ensemble. Il était clair qu'elle espérait me mettre sur la sellette et me forcer à être la personne supérieure. Emma n'avait aucune patience pour cela, et je ne lui en voulais pas. Elle a mis les pieds dans le plat et a dit, « Notre enfant n'a pas besoin d'être entouré de cette négativité. » Pas question. J'étais entièrement d'accord avec elle. Nous avions fait tant de chemin pour construire une vie paisible, et je n'allais pas laisser ma mère ou Ava nous entraîner à nouveau dans leur drame toxique. Il n'y avait aucune chance que je me présente à une réunion conçue pour me faire passer pour le méchant. Alors j'ai fait ce que je devais faire. J'ai officiellement bloqué ma mère, Ava et toute autre personne de la famille qui choisissait encore de prendre leur parti. Ce n'était pas seulement sur les réseaux sociaux, je les ai bloqués de tout, texto, email, tout. Je n'allais plus jouer à leur jeu. Puis mon père m'a envoyé un dernier texto. C'était très semblable à ses autres messages, plein de regrets mais toujours pas prêt à me soutenir publiquement. Il a dit, « J'aurais aimé que les choses se passent différemment, mais je comprends pourquoi tu en as fini. » C'est tout. Un simple « je comprends », mais cela ressemblait plus à une dérobade. Il ne s'est pas excusé pour la façon dont il a laissé ma mère et Ava me traiter, et il n'a jamais pris une position publique. Il voulait toujours la paix, mais à ce stade, je ne pouvais pas me contenter de ça. Ava, bien sûr, n'en avait pas fini. Elle m'a envoyé un message direct sur Instagram, demandant si nous pouvions parler. Elle m'a dit qu'elle était prête à passer à autre chose et voulait trouver un moyen pour que nous soyons à nouveau une famille. Mais à ce stade, j'étais tellement au-dessus de ça. Je n'ai même pas ouvert le message.
Je n'avais pas besoin d'une autre série de la même vieille manipulation. Elle avait brûlé ses ponts. La campagne de dénigrement a commencé peu de temps après. J'ai commencé à entendre par des amis qu'Ava disait aux gens que j'avais coupé les ponts avec la famille sans raison. Ce n'était même pas surprenant à ce stade. Elle m'avait dépeint comme le méchant depuis si longtemps que je n'étais pas choqué d'entendre qu'elle le faisait toujours dans mon dos. Mais je m'en fichais. Je connaissais la vérité, et quiconque valait la peine d'avoir dans ma vie la connaissait aussi. Finalement, maman et Ava ont cessé d'essayer de me contacter. Ce n'était pas parce qu'elles avaient eu une grande épiphanie ou qu'elles étaient soudainement remplies de regrets. C'était parce qu'elles avaient réalisé que je n'allais pas céder. Je n'allais pas les laisser me ramener dans leur monde de manipulation et de culpabilité. Elles ont arrêté d'envoyer des messages, ont arrêté de faire semblant de se soucier, et honnêtement, c'est à ce moment-là que je me suis vraiment senti libre. Quant à Emma et moi, nous allions mieux que jamais. Notre bébé est arrivé, et c'était tout ce que nous avions espéré. Nous étions entourés d'amis qui se souciaient vraiment de nous, des gens qui respectaient nos limites et nous soutenaient sans poser de questions. Notre petit était entouré d'amour, et je n'aurais pas pu demander plus. Marc, lui aussi, a commencé à s'éloigner de plus en plus d'Ava et de maman. Avec le temps, il a réalisé ce que je savais depuis le début, la seule façon d'avancer était sans eux. Je ne sais pas s'il leur tiendra un jour publiquement tête, mais je sais qu'il voit ce que j'ai vu.